Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Escalade de tensions entre Abidjan et Bamako. L'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés, accusés d'être des terroristes, des mercenaires après investigation. Cette affaire continue justement de diviser la justice ivoirienne. Le gouvernement ivoirien exige la libération sans délai de ces derniers en soulignant que ceux-ci ont été arrêtés. Et justement, friction totale entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Quelle issue face à ces tensions? Une négociation est-elle encore possible? Mesdames, Messieurs, ce soir, nous parlons de la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. L'opposition ne cesse de peaufiner des stratégies pour, je cite, redonner l'espoir au peuple ivoirien. Et à cet effet, les dés sont-ils en train d'être bien placés par cette opposition? L'opposition a-t-elle toutes les chances ou alors a-t-elle la chance de changer la donne? Pour en parler, des experts de Haut-Volt. Monsieur André Christelle Fanga, bonsoir. Bonsoir Céleste Capen, bonsoir aux techniciens, bonsoir à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde, qui sont justement scotchés à votre émission, mérite des premières dames. Alors, nous allons débattre des sujets extrêmement importants pour notre continent et nous voulons dire aux Africains, l'heure est venue où nous devons faire tout ce qu'il faut pour que nous puissions sortir du giron ou bien des griffes de l'Occident. Ça dépend de nous. Si nous avons été colonisés, si nous avons subi l'esclavage, si nous avons subi plein de choses, c'est parce que nous nous sommes laissés distraire en nous faisant croire que nous sommes le continent le plus pauvre, nous sommes le continent où il y a toutes les maladies, nous sommes le continent, mais alors que la vérité, elle est ailleurs. Donc, chers Africains, bonsoir à vous. Merci de m'avoir invité, Céleste. Nous allons débattre justement de ces sujets-là pour davantage éclairer les Africains, pour que nous prenions davantage conscience pour la bataille que nous menons, parce que les enjeux sont là. Et nous allons réussir ces enjeux-là. Merci. C'est un plaisir renouvelé, Monsieur André Christelle Fanga, de vous savoir présent ce soir dans le cadre de ce programme. Mérite panafricain des premières dames. Nous aurons également dans le cadre de ce programme sur le plateau principal, le professeur Mbelek. Déjà, on précise que vous êtes analyste politique, mais également directeur de publication de la Dépêche de Midi. Général Issa Diawara, bonsoir. Vous, madame, permettez-moi de saluer également les frères André Christelle Fanga au plateau là-bas. Permettez-moi de saluer tous mes co-panélistes. Je vois Tapé Bouguera et autres. Permettez-moi de saluer tous les Cameroun. Ce n'est pas tous les pays africains qui permettent aux Africains de discuter à partir d'une chaîne télé qui parle en réalité le langage africain. Nous disons merci au Cameroun, merci à son président pour cet effort, en tout cas pour la pierre que vous êtes en train d'apporter à l'édifice africain. Nous vous disons merci. Donc bonsoir à tous. Et bonsoir à tous ceux qui suivent Afrique Média, notamment ceux qui sont aux commentaires. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Issa Diawara, pour votre présence, pour votre disponibilité ce soir. Vous êtes analyste politique et panafricaniste. Monsieur Tapé Groubera, bonsoir. Activez votre micro, Monsieur Tapé Groubera. Voilà, allez-y. Bonsoir, Madame Tapé. Je salue la direction d'Africa. Je salue des techniciens, des personnes qui nous regardent. Alors, Monsieur Tapé Groubera, le temps que une synchronisation soit faite au niveau de la qualité du son qui est renvoyé à l'antenne pour une bonne audition des téléspectateurs, on va également adresser ces civilités à Monsieur Isaac Kofi. Bonsoir.
Bonsoir Madame Céleste Capin, bonsoir chers amis copanélistes, tant sur le plateau comme répartis un peu partout dans le monde, Monsieur Groubera à Bruxelles et Monsieur Diawara à Bamako, et bonsoir aussi à tous les techniciens, mais surtout bonsoir à tous les téléspectateurs et web spectateurs d'Afrique Média répartis à travers le monde. En tout cas, merci pour l'invitation. Et j'aimerais apporter ma petite pierre à l'édification de cette grande œuvre que vous avez commencé Afrique Média depuis maintenant plus d'une décennie. Merci. Merci, Monsieur Isaac Kofi, d'être là ce soir. Vous êtes analyste politique. On n'oublie pas que Monsieur Tapré Groubera, j'y arrive finalement, est enseignant-chercheur. Alors, Monsieur André-Christophe Fanga, je commence par vous. Le gouvernement ivoirien reste catégorique, soulignant le fait que ces 49 hommes ne sont pas des mercenaires, mais tout simplement des soldats ivoiriens, pour utiliser les termes exacts du gouvernement ivoirien, des militaires ivoiriens, et à cet effet exige une libération sans délai de ces mercenaires accusés justement par Bamako. Et ces derniers soulignent qu'ils ont été arrêtés injustement. Quelle appréciation faites-vous de la situation? Alors, je voudrais répondre directement. Question directe, réponse directe. Vous avez vérifié l'identification de ces 49 personnes qui ont été arrêtées? Il y a une contradiction. Il faut le rappeler, il y a une contradiction de déclaration concernant ce sujet. D'aucuns parle de mercenaires et justement le gouvernement malien a bien souligné après investigation qu'il s'agit bel et bien de mercenaires, et le gouvernement ivoirien reste catégorique en parlant, je vais utiliser exactement les termes du gouvernement ivoirien, qu'il s'agit là des militaires de l'armée ivoirienne arrivés au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien en vertu d'une convention signée en juillet 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies, mais sans cadre légal et sans avertissement à l'endroit du gouvernement malien. Ils sont qualifiés, ils sont accusés d'être des mercenaires, aujourd'hui inculpés et écroués par la justice malienne. Vous voyez que vous-même, vous venez d'établir, parce que dans les faits. Mais bien sûr, vous venez d'établir la vérité, c'est que le gouvernement malien a raison. Vous ne pouvez pas être des militaires envoyés en coopération. D'abord, votre ordre de mission, il est où? Deuxièmement, dans l'identification de ces militaires-là, vous allez retrouver des plombiers, des menuisiers, des maçons et de tout ça, de tout genre de formation dans leur profession. Vous comprenez qu'en réalité, c'était des fausses identités. Donc, des gens qui viennent en mission officielle, et d'ailleurs, même vous avez suivi le communiqué des Nations Unies, ils ne reconnaissaient pas justement cette mission-là. Donc, il faut se dire clairement, Abidjan a tenté, ou bien le gouvernement Ouattara a tenté de déstabiliser, ou bien cherche à déstabiliser le Mali depuis longtemps. Ça, il faut se le dire clairement. Il n'y a rien à faire. Et je voudrais rappeler, parce que à chaque fois que nous discutons de ces sujets de l'affaire des mercenaires, les gens essayent de créer des tensions entre le peuple ivoirien et le peuple malien. Non, il n'y a pas de tension entre le peuple malien et le peuple ivoirien. Ça, il faut que ça soit clair. Le peuple malien et le peuple ivoirien fonctionnent correctement et marchent main dans la main en tant que de bons Africains et en tant que peuple de la côte ouest africaine. Donc, il n'y a pas de problème entre ces deux peuples-là, le peuple malien et le peuple ivoirien. Maintenant, il y a un problème. Le problème se trouve entre un mercenaire, parce que j'ai toujours dit sur votre plateau, si on a arrêté 49 mercenaires, ça veut dire qu'il y a un 50e. Donc, il y a un problème entre celui qui a pris la charge d'être le mercenaire en chef pour déstabiliser le Mali et ces hommes qui ont été arrêtés comme des petits poussins. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire de l'amalgame en voulant faire croire que non, il y a une affaire diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Non, il y a une affaire que M. Alassane Dramane Ouattara et ses mercenaires ont été pris main dans le sac dans une opération de déstabilisation du Mali. Et comme ils ont été pris la main dans le sac, on essaye
de vouloir justifier cela en faisant croire que ce sont des militaires de l'armée ivoirienne. Comment des militaires de l'armée ivoirienne peuvent être envoyés sans que le chef d'état-major de l'armée ivoirienne lui-même ne fasse un communiqué? C'est plutôt quelqu'un qui est à la présidence et qui fait le communiqué. Deuxièmement, pour envoyer une mission, surtout des militaires, dans un pays qu'on sait quand même qui est proie au djihadisme, qui est menacé par le djihadisme, donc, avec le type d'armement que ces mercenaires ont atterri à l'aéroport avec, c'est incroyable. Vous partez pour une mission onusienne, c'est-à-dire de soutien. Vous amenez ce genre d'armement. Non, c'est impossible. Je ne pense pas que dans un État, vous pouvez entrer dans ces États-là avec le style d'armement que ces hommes-là ont amené au Mali. Je pense que la vérité, elle est là. Il faut qu'on se dise la vérité. Monsieur Alassane Dramane Ouattara est à la manœuvre depuis au moins quelques années aujourd'hui pour déstabiliser le gouvernement de transition. Sans compter, je vous ai raconté les faits ici où des marabouts ont été réunis, où, je vous donne le chiffre, 17 marabouts ont été réunis pour justement faire des sacrifices, pour déstabiliser, pour créer la division entre le peuple, le gouvernement de transition, le premier ministre et donc qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des divergences de vues, qu'il y ait des divergences de vues au niveau de la population. Donc, tout est mis en place. Et qui était chargé justement de recrutement de ces marabouts? C'est le petit frère de Alassane Dramane Ouattara, appelé Ibrahima Ouattara, qui est le ministre de la Défense, appelé photocopie plus vulgairement à Abidjan. Donc, quand vous voyez tous ces stratagèmes-là, est-ce que qui était à la manœuvre justement pour déstabiliser, pour dire que le Mali doit être sur embargo, pour qu'on enlève le Mali des institutions ouest-africaines? Ce n'était pas M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, aujourd'hui, la vérité, elle est là. Nous avons des éléments assez... Vous savez, si le Mali les appelle mercenaires ivoiriens, ça veut simplement dire qu'ils ont tous les éléments nécessaires pour justement justifier leur assertion, leur déclaration. Et si, plus grave, si le Mali, légère digression, si le Mali porte plainte à la France, à l'ONU, disant que c'est la France qui finance, qui entraîne, qui est un agent terroriste dans leur pays. Ça veut dire ils confirment qu'ils ont assez d'éléments pour justement clouer la France. Ça veut dire que ce n'est pas 49 militaires ivoiriens qu'on est incapable de prouver qu'il y a eu, et ce sont des mercenaires. Les preuves sont là et c'est pour ça qu'ils ont été inculpés. Donc, ça ne sert à rien de vouloir continuer cette petite manœuvre-là où Abidjan, le pouvoir d'Abidjan essaye, le pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara, un pouvoir éphémère qui va disparaître d'ici peu, qui essaye de manipuler quelques artistes, quelques personnalités, quelques badauds moyennant des moyens financiers pour essayer de faire croire à l'opinion ivoirienne que non, ce n'étaient pas des mercenaires, c'est des militaires. Où est leur lettre de mission? Ils sont vraiment des militaires, qu'on présente à la télé leur ordre de mission. Et exactement ce qu'ils allaient faire à Abidjan. On présente aussi leur passeport qu'ils ont présenté justement aux policiers qui les ont arrêtés à l'aéroport. Parce que c'est même incroyable, c'est même une bêtise. Quand vous prenez les éléments les plus efficaces de votre armée, soi-disant des mercenaires ou bien des services d'intelligence que vous prenez, et qu'on les arrête comme des poussins à l'aéroport, ça veut dire que vous êtes incompétent. Ça veut dire que vous n'avez pas la qualité, la capacité de déstabiliser un État. Et justement, ça veut dire que les services de renseignement maliens ont bien fonctionné pour que ces 49 soldats puissent être arrêtés et inculpés aujourd'hui. Donc, nous pensons que Abidjan, le gouvernement d'Abidjan, parce que je fais toujours cette nuance, ne pas confondre le peuple ivoirien et avec le gouvernement sanguinaire qui veut déstabiliser les États de la sous-région ouest-africaine comme le Mali. Merci pour ce premier jet d'intervention, Monsieur André Christelle Fanga. Alors, vous faites bien de souligner le chiffre 49. Alors, Général Issa Diawara, pour d'aucuns, le chiffre 49 est suspect. Pourquoi pas 50? Précisant qu'il y a anguille sous roche. Partagez-vous cet avis ou alors vous battez en brèche? Non, madame, en fait, c'est une liste de 50 personnes, mais c'est 49 qui ont été appréhendées. La personne qui échappe, en tout cas qui manque à la liste, je pense que les renseignements du Mali ont l'information. Comme vous le savez, presque dans tous les pays du monde, les services de renseignement ne communiquent pas
ne parle pas. Donc, le Mali a des éléments. D'ailleurs, pour bondir dans le même sens que mon frère André Christelle Fanga, les armes, je vais compléter d'ailleurs, les armes que les militaires ivoiriens transportaient, les militaires ivoiriens accusaient les mercenaires à transporter ici, ce ne sont pas des armes pour 49 personnes. C'est des armes, madame, même pas pour 50 personnes, des armes pour des centaines de personnes, voire 1000 militaires. Donc, à qui on devrait livrer ces armes? Vous savez, Macky Sall a quitté ici. Vous avez vu son discours, sa déclaration. Il a été un peu ébahi, un peu dépassé, tellement il s'est rendu compte des éléments que le Mali détient. Le Mali a montré certaines preuves solides au président Macky Sall qui est parti vraiment à faire une déclaration, non pas à parler cette fois-ci de la gente, mais bien sûr d'Assimi Goïta comme chef de l'État, chef de la transition au Mali. Ensuite, non seulement les armes là dépassaient, étaient les armes en tout cas de tout un contingent, c'est-à-dire plus de 500 personnes. Madame, je vais axer mon intervention sur 6 points pour me permettre à ceux qui nous suivent de bien comprendre cette histoire. Premier point, effectivement, André l'a bien dit, il n'y a pas de tension entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Madame, il y a une tension orchestrée, instrumentalisée entre le Mali et le clan Ouattara qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il faut préciser. C'est le premier point. Deuxième point, cette tension est bien sûr née de cette histoire de 49 mercenaires pour qui Ouattara avait sollicité lui-même l'ONU pour nous départager. Avant que Ouattara sollicité l'ONU sous 2 formes. Première forme, les hommes de la France au sein de l'ONU, notamment M. Olivier Salgado, s'est fourni d'une déclaration pour dire que bien sûr ces hommes-là, le Mali a été informé. Tout de suite, quand le Mali a fait suspendre la rotation de l'administration pour voir clair dans ce qui se passe, ils ont compris à qui ils avaient affaire. Donc M. Olivier Salgado a été expulsé. C'est une taupe qui a été expulsée du Mali. Maintenant, l'administration a fait communiquer une note officielle qui a été publiée. Puisque Ouattara même a demandé à l'ONU de clarifier les choses. Et l'ONU dit quoi? L'ONU dit qu'en réalité, ces hommes-là ne venaient pas dans le cadre de la MINUSMA, premièrement. L'ONU dit encore, madame, que ces hommes ne venaient pas dans le cadre des éléments nationaux du soutien. Et l'ONU dit encore ignorer le cadre dans lequel ces hommes arrivaient. Ça, c'est le communiqué de l'ONU. Ce n'est pas le communiqué du Mali. Et ensuite, l'ONU dit que son personnel n'est même pas autorisé à transporter les types d'armes que ces hommes, les militaires ivoiriens, transportaient sur eux. L'ONU dit bien sûr, dans le cas des médecins de paix, lui, ces hommes ne transportent pas de tel type d'armement. Donc, ça veut dire quoi? Mais madame, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne peut pas voir. Les choses sont très claires. Et ensuite, ce qu'il faudra comprendre, M. Olivier Salgado voulait quoi? Voulait faire isoler le Mali, c'était ça le plan. Ça dit faire quoi? Que le Mali est en train de combattre tout le monde à la fois. Le Mali est sur tout le front. C'est ce qui n'a pas marché. Et dans un second temps, l'arbitrage de l'ONU a été très clair. Nous prenons le troisième point. Madame, c'est la défense mise en place par le clan Ouattara. Le clan Ouattara a mis une stratégie qui en réalité est un non-sujet, qui ne répond pas point par point aux arguments avancés par les autorités du Mali. Qu'est-ce que le clan Ouattara fait? C'est-à-dire, le clan Ouattara est incapable de prouver que ces militaires étaient dans une mission légale au Mali. Ensuite, on a parlé d'ordre de mission. L'ordre de mission qui a été publié après a été antidaté. Madame, depuis quand c'est un ambassadeur qui signe un ordre de mission du déploiement d'une force spéciale? Les forces spéciales ivoiriennes relèvent directement du président Alassane Dramane Ouattara. Donc la stratégie mise en place par le clan Ouattara, ça ne passe pas. Autre stratégie, la stratégie de riz. Mais nous, Maliens, nous sommes spécialistes de cela. Cette stratégie de riz, c'est quoi? Il faut faire des tapages, des bruits, quelques vidéomans. Oui, des artistes maliens ne feront pas concert. Ceci va se passer, cela va se passer. Et je ne sais pas qui. Il faut prôner le divorce entre Maliens et Ivoiriens. Madame, ça paye. Il faut insulter, il faut directement insulter le colonel Assimi Goïta, qui est respecté au-delà de l'Afrique. C'est lui qui peut mobiliser 4 millions de Maliens dans la rue.
il faut dire au monde entier que oui, c'est un putschiste, on n'a pas discuté avec lui, c'est un terroriste. Mais est-ce que ça va permettre la libération des militaires ivoiriens? Insulter le colonel Assimi Goïta, insulter les autorités du Mali, insulter les peuples du Mali, insulter les panafricains. Est-ce que cela va aboutir à la libération des militaires ivoiriens? Non. Donc c'est une mauvaise stratégie qui n'est pas payante. Mais c'est une méthode qui en tout cas va réduire un peu momentanément le chômage en Côte d'Ivoire, tout simplement parce que des gens qui sont payés pour faire ce tapage-là ont quelques prix de forfait et autres. C'est de cela qu'il est question. Mais ce n'est pas une stratégie qui paye pendant longtemps. Résultat, c'est une stratégie qui a montré ses limites. Madame, 5e point de mon intervention, c'est quoi surtout? C'est-à-dire, il n'y a pas que le dialogue. Ce qui doit, la seule issue possible, c'est le dialogue africain. Et je vois aujourd'hui, il y a la médiation menée par Faure Gnassingbé. Macky Sall est venu en tant que président de l'Union africaine. Et aujourd'hui, au moment que je suis en train de parler, il y a une délégation ivoirienne qui vient d'arriver à Bamako. Il s'agit des dignitaires ivoiriens, les religieux, qui doivent rencontrer, bien sûr, le président du Haut Conseil islamique du Mali, qui est un homme très populaire au Mali, Ousmane Madane Haïdara, qui est un homme très respecté aussi. Ils doivent rencontrer beaucoup de dignitaires du Mali. C'est ça, l'arbre à palabre. Il fallait commencer par ça. Mais tu as faute face à ton voisin. Ce ne sont pas des militaires maliens qui ont été pris en Côte d'Ivoire dans un tel cadre. Quand on est en faute, on présente des excuses. Ça sert à quoi de commencer d'insulter? Insulter là, faire des tapages là. C'est une stratégie qui peut marcher entre Ivoiriens là-bas. Parce que là-bas, ils peuvent terroriser les gens. Mais ça ne marche pas avec un pays voisin. Quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire là, qui fait ses tapages avec sa machette là. Qu'est-ce que cela peut faire? En tout cas, qu'est-ce que quelqu'un au Mali peut avoir, en tout cas, qu'on perd d'un tel acte? Rien. Nous, ça ne nous dit rien là. C'est carrément des pays indépendants, ou en tout cas souverains. En tout cas, le Mali est un pays indépendant. Ouattara est indépendant entre les mains de la France. Comprenant qui pourra. Ensuite, madame, leur stratégie de défense est très mauvaise. Il faut vraiment en parler. Vous avez 3 millions de Maliens, 4 millions de Maliens. Mais madame, ça ne paye pas. Les 3 millions, 4 millions de Maliens de la Côte d'Ivoire là constituent la base électorale de M. Ouattara. Vouloir emmerder, ce sont des binationaux. Ils ont à la fois la nationalité malienne et à la fois la nationalité ivoirienne. Ce ne sont pas des petits tireurs de chaussures qui sont partis. Et ils n'ont rien à voir, ils peuvent revenir même demain matin. Il s'agit des gens qui sont établis là-bas, qui ont fondé des foyers, qui ont leur maison. Il s'agit des gens qui ont des enfants ivoiriens. Donc, qui ont à la fois la nationalité malienne et la nationalité ivoirienne. Donc, il est normal qu'ils soient comptés comme ivoiriens et qu'ils soient ici comptabilisés ici comme maliens. Donc, quand on dit 3-4 millions de Maliens, ce sont ces mêmes-là qui sont en train d'insulter le Mali. Tous ceux qui incitent le Mali pour Ouattara, vous allez voir, ce sont ces quelques Maliens. Ils sont Fofana, ils sont Bati, ils sont Diawara, comme moi, ils sont Baradji, ils sont Kamara, ils sont Sanogo. Ce sont des Maliens qui sont établis en Côte d'Ivoire qui bénéficient de la double nationalité. Donc, une stratégie qui n'est pas payante. Et même, ils oublient qu'en disant qu'on va expulser vos 3 millions de Maliens, et même là, ils sont parmi ces 3 millions de Maliens. Donc, ça va affaiblir Ouattara lui-même. Ils sont en train de l'affaiblir. Heureusement que Ouattara, peut-être, il a pu comprendre le jeu. Sinon, nous, ça allait beaucoup nous arranger. Parce qu'il y a des militaires ivoiriens dans les lots. Donc, ils allaient se retrouver du côté du Mali. Parce qu'ils ont la nationalité malienne. Et ça allait être très bien. Et ensuite, madame, pour terminer, c'est qu'il faudra comprendre. Dans cette histoire, Ouattara, les Maliens de la Côte d'Ivoire, profite à Ouattara. Ça, c'est une chose qu'il faut noter, qui est très claire. Mais Ouattara est très mal barré dans les deux situations. C'est-à-dire quoi? Que ce soit une situation de guerre ou une situation de continuer d'entretenir ce qui se passe. Si on entretient ça à long terme, il va faire sa base électorale. Ça, c'est très clair. L'opposition ivoirienne est en train de se fédérer. Autre point, si jamais c'est la France qui manipule Ouattara, s'il y a guerre, mais la France, là, ça n'arrange même pas la France parce que la France tombe. Là, le grand jeu de la France est connu. Déjà, la France est en chute libre en Afrique. Partout, la France est vomie. Au Tchad, au Niger, au Burkina. Donc, si la France décide de faire la guerre au Mali à partir de la Côte d'Ivoire, comprenez que cela va sceller totalement le sort de la France en Afrique. Donc, lui, Ouattara, qu'est-ce qu'il deviendra?
Et le sort même du clan Ouattara, après le régime Ouattara, doit inquiéter Ouattara dans ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, à continuer de déranger le Mali, ils ne sont pas seulement contre le Mali, mais ils sont en train de s'opposer, ils sont en train de se mettre toute l'Afrique dans leur dos. Ça, c'est très grave ce qui se passe. Ils finiront par avoir toute l'Afrique dans leur dos et avoir tout le bloc de l'Est contre eux. Et nous savons que la France a toujours abandonné ses hommes. Voici quelques points que je voulais apporter comme point d'éclaircissement. Merci. Merci, monsieur Issa Diawara, pour ce premier jet d'intervention. Alors, monsieur Issa Kofi, la contradiction des déclarations depuis l'interpellation de ces 49 mercenaires renforce le doute et multiplie les interrogations quant à la mission véritable de ces mercenaires ivoiriens. Selon vous, monsieur Issa Kofi, quelle était la mission véritable de ces 49? Oui. Voilà, merci madame. En effet, nous avions alerté lorsque la CEDEAO s'était réunie pour lever l'embargo. Donc on savait qu'il allait probablement avoir des incursions sur le sol malien. Et c'est ce qui est arrivé. Bon, le frère tout à l'heure a développé un peu ce qui s'est passé après, mais il faut aller à la genèse. Lorsque ces soldats arrivent au Mali, il y a une lettre, un contrat qui est signé entre l'armée ivoirienne, les forces spéciales et quelques membres, et avec une société sénégalaise qui s'appelle SAS. Donc les soldats, selon ce qu'on nous dit, vont au Mali pour assurer la sécurité de cette compagnie d'aviation qui prête des services au contingent allemand de la MINUSMA. Donc, une fois qu'ils sont arrêtés, la première réunion, c'est une réunion du Conseil national de sécurité, ce qui est quand même un peu surprenant parce que pour, on peut dire par exemple, des négligences au niveau administratif, ça pouvait se régler par la diplomatie. C'est un élément juste de mésentente, mais ça pouvait se régler diplomatiquement en envoyant une délégation. Selon le Mali, ils ont contacté la Côte d'Ivoire qui a dit ne pas connaître ces hommes. En tout cas, c'est ce que le Mali dit. Et la Côte d'Ivoire, après cette réunion du Conseil national de sécurité, va maintenant répondre à RFI qui mène une enquête au niveau des États-Unis et au siège de l'Organisation des Nations Unies. Donc, la déclaration de l'état-major de l'armée ivoirienne, c'est que ces soldats n'étaient pas connus de l'ONU parce qu'ils n'avaient pas eu accès au territoire malien. Donc, il y a des contradictions, comme vous l'avez révélé tout à l'heure. Contradiction, pourquoi? Parce que avant même d'envoyer ce contingent, je pense que les noms devaient avoir été préalablement transmis à l'ONU. Donc, la Côte d'Ivoire cache des choses et c'est ce que l'opinion publique cherche à savoir. Alors, les manipulations au niveau d'Abidjan ne vont pas régler le problème, mais il y a un aspect plus grave. Et c'est cet aspect-là qui nous amène à nous poser beaucoup de questions. Il y a des militaires maliens qui sont en formation à l'école des forces armées, et qui s'appelle maintenant Académie des forces armées de Côte d'Ivoire à Zambako. Et il y a des informations qui circulent que ces militaires-là seront retenus jusqu'au retour des 49 soldats ivoiriens. Donc, c'est comme on va assister à une prise d'otage pour espérer obtenir par la force la libération de ces soldats. Il y a aussi des possibilités de guerre. Bon, il y a des interprétations où on nous dit, bon, la France veut passer par la Côte d'Ivoire pour obtenir un conflit, obtenir bien sûr un conflit avec le Mali et ainsi aller s'attaquer au Mali parce qu'il y a des accords de défense entre la France et la Côte d'Ivoire. Si ce pays est attaqué, c'est la France qui va intervenir pour défendre le territoire ivoirien. Donc, il y a tous ces aspects-là, mais il y a d'autres choses encore, c'est que les soldats ont été abandonnés pendant un mois. Il n'y a pas eu de délégation officielle ivoirienne qui s'est rendue au Mali. Même l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Mali n'a pas fait la procédure pour rencontrer ces soldats, savoir dans quel état ils se trouvaient. Il n'y a pas eu cela. Et il y a plus grave parce que nous sommes en contact avec les familles de certains soldats, il faut le dire. Nous sommes en contact avec eux et ce qu'ils nous ont rapporté est qu'ils n'ont pas d'avocat. Donc les familles elles-mêmes en Côte d'Ivoire sont en train de faire le nécessaire pour avoir des avocats pour ces soldats qui sont détenus à Bamako. Maintenant, quant à savoir, était-il dans une action de mercenariat
où ils étaient là-bas dans le cadre d'un soutien aux Nations Unies. L'ONU a donné un pas de vérité. Ils ne sont pas de nos éléments. Donc, nous n'allons pas assurer leur responsabilité. Donc, c'est au gouvernement ivoirien de dire la vérité à la communauté nationale ivoirienne et internationale. Mais en lieu et place de cela, vous avez vu ce qui se passe à Abidjan. Ce sont des intimidations, des annulations de concerts. Il y a aussi surtout beaucoup de désinformations sur les réseaux sociaux de la part des jeunes activistes qui sont proches du RDR, le parti au pouvoir. Donc cela montre une certaine, on peut dire, un manque de sérénité. Et s'il y a manque de sérénité, c'est qu'il y a des choses qu'on a envie de cacher. On a une activiste ivoirienne, Madame Balé, qui, dans ces derniers jours, a parlé de ce dossier puisqu'elle s'est rendue à Bamako. Elle a pu s'entretenir avec des officiels de ce pays. Et ces officiels lui ont dit, bon, ce que nous attendons, nous savons que ces personnes-là ne venaient pas ici avec de bonnes intentions, mais en tant que pays, frères et amis, nous sommes disposés à pardonner cette fois-ci. Première faute avouée et pardonnée. Nous demandons juste que la Côte d'Ivoire présente des excuses officielles. Le gouvernement s'est, jusqu'au jour d'aujourd'hui, opposé à cela. Et comme je vous l'ai dit, les soldats n'ont pas d'avocat pour les représenter face à la justice malienne parce que pour le gouvernement ivoirien, ce n'est pas une justice. Il n'y a pas de gouvernement au Mali. C'est un gouvernement issu de 2 coups d'État, comme ils aiment le dire. Donc, c'est un gouvernement illégitime. Et ils ne vont pas, par exemple, prendre des avocats pour défendre ces jeunes gens. Donc, aujourd'hui, les religieux sont à Bamako. Ils vont rencontrer les religieux maliens. Est-ce que cela pourra régler le problème? Je pense, pour ma part, que non. Parce que ce que le Mali attend, ce sont des excuses officielles. Et connaissant M. Alassane Ouattara, les Ivoiriens le savent, il ne va jamais, je dis bien jamais, demander pardon au gouvernement malien. Alors, à quoi s'achemine-t-on? Les jours à venir, nous le dirons. Donc, c'est un peu ce que je peux vous dire. Quant à la nature de leur mission, c'est pas clair. Il faut le dire clairement. On ne peut pas aller dans un pays avec 2 avions, un avion chargé d'armes, un autre avion avec des forces spéciales, et on arrive, on n'a pas une nature claire parce que lorsqu'ils sont interrogés séparément, et ils se contredisent entre eux, et selon ce que nous avons appris aussi, il y a certains qui, le nombre d'années qu'ils disent avoir passé dans l'armée ne correspond pas, par exemple, à leur âge sur le passeport. Si vous avez, par exemple, vous dites vous avez 15 ans d'armée et que vous avez peut-être, on va dire, 30 ans, ça veut dire que vous êtes rentré dans l'armée à 15 ans. Ce n'est pas, c'est quelque chose qui ne colle pas à la réalité. Donc, il y a eu comme ça des informations qu'ils ont données que le Mali cherche à corroborer, mais qui ne concordent pas avec la réalité. Mais le gouvernement ivoirien ne s'est pas prononcé, le Parlement non plus ne s'est pas prononcé. En lieu et place, le Parlement ou certains députés proches du pouvoir autoproclamé d'Abidjan menacent même les activistes qui cherchent à faire ressortir la vérité. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Pour le moment, la Côte d'Ivoire n'a pas communiqué, donc on ne sait pas. On ne sait pas réellement ce qu'il faisait à Bamako. Était-ce pour SAS, pour faire un coup d'État ou pour travailler pour l'ONU? La question reste posée et on espère que les jours à venir vont nous donner encore plus d'éléments pour avoir des réponses. Merci, Monsieur Kofi, pour cette première intervention. Alors, Monsieur Tapé Groubera, selon certaines sources concordantes, la Côte d'Ivoire refuse de reconnaître sa responsabilité et exprimer ses regrets. Le président ivoirien suit-il les instructions de son maître, comme l'affirment des analystes politiques? Monsieur Tapé Groubera, vous avez la parole. Activez votre micro, nous ne vous entendons pas très bien. Vous m'entendez maintenant? Avec encore un peu plus d'insistance, ça ira. Ok. Donc, je disais, je vous salue avec excellence. Salut. Le son n'est pas toujours très audible, hein, Monsieur Tapé Groubera. Nous vous prions de revoir un tout petit peu au niveau de la qualité du son qui est renvoyé ici à l'antenne. Le son n'est pas très bon à votre niveau. Bien vouloir voilà, régler, faire ces petits réglages, le temps que nous puissions encore accueillir un invité que nous avons déjà annoncé. Professeur Mbelek, bonsoir. Bonsoir Céleste, bonsoir notre compagnie sur le plateau, à savoir Fanga, et bonsoir à tous
co-panélistes sur Zoom. Bonsoir aux téléspectateurs du mérite panafricain des Premières Dames et ainsi qu'à l'équipe technique. Alors, on revient sur cette affaire des 49 mercenaires arrêtés dans le cadre, justement, arrêtés par Bamako. Ils ont été inculpés, écroués par la justice malienne. Où est passée la médiation togolaise? En fait, oui, elle n'a plus droit au chapitre, puisque cette médiation était comme en mission pour le compte, si je vais être direct, je peux être direct, pour le compte de M. Ouattara, lui-même travaillant pour le compte de la France. Je pense que mes compagnonnistes ont déjà dit, aussi bien sur Zoom que Fanga ici avec moi, que pour le compte des États-Unis, bref, l'OTAN. Parce qu'en fait, il ne faut pas se tromper, on est en guerre. Il y a des choses que certaines personnes ne veulent pas admettre. Vous savez comment a commencé la Première Guerre mondiale? Avec on a tiré sur un prince, voilà. L'attaque de Sarajevo. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais comment ça commence. Et moi, je pense que la clé est dans les mains des Occidentaux. C'est eux les fauteurs de troupes, c'est eux qui font les guerres mondiales. Parce qu'ils se nourrissent de la guerre, du sang des gens. Donc, ils ont à choisir entre se démettre. Je dis vraiment se démettre, hein, c'est-à-dire que oublier le côté comment dire, unilatéral des relations internationales qui sont gérées par Washington et compagnie, et aller vers un multilatéralisme. Vous savez, actuellement là, à New York, à Central Park, il y a un Français. C'est un Français. Il a beau s'appeler James, il est français. C'était un street artiste. Il a fait une statue de Poutine qui est montée, c'est un char minuscule, comme un joint d'enfant. Et les enfants sont invités à venir. Enfin, je pense qu'ils sont invités. Parce que beaucoup de photos que j'ai vues, les enfants ont tué un pistolet. C'est comme si on leur proposait le pistolet, quoi. Pour tirer sur Poutine. Soit c'est l'eau qui tire, je ne sais pas ce qui tire. En tout cas, ils ont un pistolet jouet pointé sur la statue de Poutine. Et le Français qui a fait cette statue, il dit qu'il le fait pour dénoncer cette agression en Ukraine, quoi. Bon, alors, donc, tout ça montre clairement que ces gens-là, ils veulent la guerre. Dans le cas de l'Afrique, ça passe par la Côte d'Ivoire. Dans la médiation togolaise, c'est normal qu'elle s'efface. Puisque, comment voulez-vous qu'elle réussisse? Ils voulaient jouer sur une proximité qu'il y aurait eu dans le passé entre Assimi Goïta et le président actuel du Togo, qui est l'héritier de Yassine et Yadema. Voilà. Fort, donc. Hein. Voilà. Et ça n'a pas marché. Parce que la place est à la réflexion. La place est à la raison. La place n'est plus à l'amateurisme, mais au professionnalisme, comme le font preuve nos militaires du Mali. La place est à l'engagement d'une lutte pour libérer totalement le continent africain, en commençant par le Mali. Donc ce n'est pas des petites, comment dire, approches humano, je sais pas quoi là, entre guillemets, parce que je sais même pas si s'il faut dire humaniste, humanitaire, terre, je sais pas quoi, humain, quelque chose là, qui va faire que des gens qui ont quand même affronté les terroristes baissent la vigilance et font plaisir à l'Occident en libérant 49 mercenaires. On les a reconnus coupables, non? À partir du moment où ils sont reconnus coupables, la mission togolaise s'arrête là. Ok? Ils sont reconnus coupables en tant que mercenaires. Donc cette mission, elle aurait eu un impact si on n'était pas arrivé à ce jugement. À ce moment-là, j'aurais joué sur les problèmes de proximité humaine. Et bien, le jugement étant prononcé, c'est-à-dire que vous n'oubliez pas qu'il ne faut pas comment dire, séparer cela de la plainte que le Mali a présentée à l'ONU, hein, avec la violation de son territoire aérien par la France. Des avions, des drones, des hélicoptères, répétition sans compter l'appui aux terroristes, ils disent qu'ils ont des preuves. Donc tout ça est lié. S'ils ont des preuves pour la France, ils ont aussi des preuves pour les 49 mercenaires ivoiriens. C'est tout. Tout simplement. Donc la mission togolaise n'aura plus place. Vous pouvez l'oublier. Parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas affaire à des dupes, ils n'ont pas affaire à des enfants. Madame Célège, permettez-moi de dire quelque chose. Moi je parle beaucoup des mathématiques. Mais la réflexion est donc, qu'est-ce qui se passe avec le temps? Je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire, que moi-même je me suis rendu compte. L'approche des mathématiques par les Africains est différente de l'approche des mathématiques par les Occidentaux. Vous savez pourquoi? Et je ne dis pas ça seulement au niveau des gens ordinaires. Je dis ça même au niveau de leurs propres mathématiciens.
Je ne plaisante pas. La définition des mathématiques a été donnée en Afrique. Nous avons le manuscrit. C'est une recopie écrite en rouge par Eyamessou, que les Français osent appeler Amès, pour faire sonner un peu, je ne sais pas quoi, sémite ou je ne sais pas quelle langue encore. Mais son nom égyptien, c'est Eyamessou, enfanté par la lune. Voilà. Ce Eyamessou a écrit en rouge la définition des mathématiques. Cette définition n'a rien à voir avec la pratique des mathématiques occidentaux. Je vais vous expliquer pourquoi. Un vrai mathématicien, c'est quelqu'un qui, même dans sa vie, ok, n'accepte pas la contradiction formulée par lui. Or, les Occidentaux n'ont pas de problème avec la contradiction. Une contradiction, c'est, vous avez en face de vous, vous engagez la guerre contre des gens. Vous êtes responsable d'actes de terrorisme, on vous l'a reconnu. Ok? Mais vous espérez encore que la personne que vous agressez, dont vous voulez les richesses depuis belle lurette, soit encore là à vous accorder quelques crédits. Hein? Soit dupe. Vous avez fait beaucoup de mal, mais lui, il va oublier. Il est dupe. Il va accepter qu'il y a la fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Alors que la Côte d'Ivoire de M. Ouattara a tout démontré qu'elle était ennemie du Mali. D'ailleurs, M. Ouattara est ennemi de toute l'Afrique. Moi, je l'ai déjà dit ici, plusieurs fois ici. Même Fanga le dit. Ouattara le dit. Beaucoup de gens le disent ici. Et ils ont démontré comment. Les sanctions contre le Mali, c'était quoi? Maintenant, on parle d'amitié. Où est-ce qu'il n'y a pas d'amitié? C'est la guerre. S'il faut la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali, elle va se faire. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le peuple ivoirien. Je dis d'ailleurs, le pouvoir de M. Ouattara, ce n'est pas le peuple ivoirien. C'est la France, le gouvernement français peut être ici, c'est les États-Unis, c'est l'OTAN, c'est les 13 familles. Okay? Et nous, on est décidé à engager définitivement la libération totale du continent africain. Nos héros nationaux et continentaux ne sont pas morts pour rien. Hein? Je vais citer, ici au Cameroun, on a Léo Miové, on a Moumi empoisonné par Bechtel, un Français, on a Wandje, fusillé à Bafoussam en 1971. Hein? À l'époque, c'était le président Aïdjo qui était là, mais nous savons que Aïdjo, c'était l'appui français, c'est fini pour eux. Voilà. Il y a le Momba mis dans l'acide, on s'est moqué de nous avec une dent derrière moi, vous vous souvenez, on en a parlé ici. Il y a, mais ils sont tellement nombreux, et j'oublierai pas Kadhafi et Idriss Déby, pour parler d'Hervé. Même les Mangoufouli, on peut compter aussi. C'est des victimes. C'est des victimes de ce combat pour la version totale de l'Afrique. Donc, au nom de ces gens-là, de ces mémoires-là, nous n'allons pas faire de cadeau à M. Ouattara. Les 49 militaires ivoiriens qui sont au Mali ne risquent rien. On ne va pas leur faire de mal. Mais, il va falloir qu'on mette la main sur les commanditaires. À travers eux, on doit mettre la main sur les commanditaires. On ne va pas les libérer, parce que si on les libère, M. Ouattara va encore les utiliser pour de sales opérations. Ce n'est pas au Mali, c'est ailleurs. Donc on ne va pas les libérer tant que cette situation n'est pas clarifiée. Le Mali a fait un acte d'apaisement. Vous voyez la mission togolaise, non? Peut-être que M. Ouattara avait qu'à faire l'effort de reconnaître son tort et demander juste des excuses au Mali. On n'a pas demandé plus. Mais il traite les Maliens il traite les Maliens le gouvernement malien de transition d'illégitime. Et vous avez entendu les compagnistes tout à l'heure, là, ils ont précisé que M. Ouattara, il n'a même pas envoyé des avocats pour défendre les militaires. Hein? Donc, comment voulez-vous que on accorde quelques crédits à une mission venant de la CEDEAO gérée localement par M. Ouattara, lorsque eux n'accordent pas de crédit à ceux dont ils attendent un geste, soi-disant humanitaire ou amical ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas d'amitié. C'est tout simplement un conflit entre ceux qui se sont mis derrière les prédateurs, ce qui sont les Occidentaux, l'OTAN, à savoir M. Ouattara et consorts, et ceux qui veulent la libération totale de l'Afrique. Et nous sommes, bien sûr, derrière ceux-là. Professeur Mbelek, vous êtes astrophysicien, mais également panafricaniste. Monsieur Tapé Groubera, est-ce que c'est possible que nous puissions avancer avec vous? Alors, la question, quand je vais la reposer, cette question, selon certaines indiscrétions, le gouvernement ivoirien refuse de reconnaître justement sa responsabilité et d'exprimer ses regrets pour certains analystes politiques. Le président ivoirien suit tout simplement les ordres. Partagez-vous cet avis de son maître? Oui, madame, je pense que c'est cela avéré dans la mesure où nous avons, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Belek, moi j'ai un problème de cohérence. Je m'explique. La Côte d'Ivoire a envoyé ses premiers soldats le 18 novembre 2017. Ils étaient au nombre de 150. Et il y a eu un nombre qui a complété. Le dernier contingent est arrivé le 27 septembre 2020. Ils sont au nombre de 630.
bien sûr, à Tombouctou. Donc, si on voulait prendre la posture qu'a pris le chef de l'État, M. Alassane Dramane Ouattara, qui est une posture de logique, c'est-à-dire à partir du moment où il reconnaît lui-même que les militaires qui ont été envoyés et qu'il y a eu une mauvaise interprétation, la première des choses, si le Mali persiste, c'est de ramener au pays les soldats pour protester contre la manière de faire du Mali. Mais tel n'est pas le cas. Les soldats maliens, les soldats ivoiriens sont encore à Tombouctou. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. On l'a dit, je pense qu'il y a déjà assez de développements qui se sont passés. Et les soldats ivoiriens qui sont partis, pourquoi ne vont-ils pas rejoindre le contingent ivoirien qui se trouve à Tombouctou? Le contingent ivoirien n'est pas à Bamako, il est à Tombouctou. Je ne vais pas revenir sur ce que les autres ont dit. Et c'est pour cela, dans notre analyse, nous disons que c'est M. Alassane Dramane Ouattara, sous l'instruction de M. Macron, a fait condamner ces 49 Ivoiriens. Pourquoi nous les disons? Parce que M. Macron, lors de sa campagne, on l'a vu avec véhémence, a dit qu'il était déçu que des dirigeants de la CEDEAO reconnaissent les autorités du Mali. Ça, il a dit. Il n'y a même pas de discussion. Donc, ce qui veut dire que, comme M. Ouattara, on le sait, c'est pas nous qui le disons, c'est M. Nicolas Sarkozy qui l'a dit dans un livre dont j'en ai déjà parlé. Il a été mis au pouvoir par la France. Et c'est comme ça le coup d'État du 11 avril 2011 a eu lieu. Et M. Ouattara a été installé. On parlera par la suite. Donc, M. Ouattara est aux ordres de la France. Tout ce que la France décide, M. Ouattara le fait. Un autre élément, c'est que en février 2019, sur le perron de l'Élysée, lorsque M. Ouattara sort, il parle avec les journalistes en langue, il les rappelle pour leur dire, mais il y a une question que vous ne posez pas, c'est la question du franc CFA. Mais c'est une bonne monnaie. Nous sommes en février. En décembre, le 19 décembre 2000 de la même année, M. Ouattara et M. Macron se retrouvent à Abidjan pour changer la monnaie qu'ils ont supposé être très bonne. Vous voyez, on a un problème de logique. Parce que si en février, il dit que la monnaie est très bonne, elle est gérée par les Africains et autres, tout ça, etc. En décembre, on change une monnaie qui est bonne. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme on l'a dit, hein, mes prédécesseurs l'ont dit, jusqu'à aujourd'hui, à part ce communiqué du Conseil national de sécurité du mardi 12 juillet, les Ivoiriens n'ont aucune information. Parce que c'est ça aussi qu'il faut que nous disions aux Ivoiriens, à certains Ivoiriens qui pensent que nous, parce qu'on est des Ivoiriens, on aime la guerre, on veut, ou bien on est près comment on appelle, des autorités du Mali. Jusque-là, les informations que nous avons, ce sont les informations qui viennent des autorités du Mali. En aucun moment, à part le communiqué, comme j'ai dit, du mardi 12, où on dit de libérer, il n'y a jamais eu une seule fois nos autorités ivoiriennes s'asseoir pour dire, en fait, la situation, c'est comme ça, comme ça. Il faut que les Ivoiriens sachent au moins sur quel pied ils vont danser. Mais on ne peut pas nous dire d'aller, soi-disant, enfin, comme les gens veulent faire les ventes à guerre, pour que la situation soit ainsi. Et ce qui est, moi, je trouve dommageable, c'est que l'article 104 de la Constitution dit que la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. De quel part, je ne parle pas qu'on arrive à cette situation. Mais mon inquiétude, c'est que le Parlement ivoirien aussi devait, dans cette situation qui est assez gravissime, demander à ce que, ne serait-ce que le ministre des Affaires de la Défense vienne parler devant le Parlement. Je ne sais pas si le Parlement ivoirien est informé, mais vienne parler devant le Parlement de cette situation qui est grave, qui gâte, enfin, comme on le dit, qui détruit le nom, comme on pourrait dire, l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Mais, hélas, comme M. Macron a décidé et que M. Ouattara doit appliquer, c'est malheureusement ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas dire autre chose du fait que certainement M. Macron est plus informé que les Ivoiriens d'une situation qui concerne la Côte d'Ivoire. La preuve, après qu'il y a eu la condamnation des 49 Ivoiriens, M. Ouattara est allé voir M. Macron. Et je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucun, je vais dire, développement où la presse, où les parlementaires peuvent poser des questions pour savoir ce qu'il y en est, pour que les Ivoiriens se fassent leur opinion. Tout ce qu'on sait, il n'y a que des communiqués. Celui du mardi 12, il y a eu, lorsque M. Ouattara s'est retrouvé en Afrique du Sud, il a parlé, et tout récemment, leur discours du 6 août, qui a duré, dans le discours, 1 minute 33 secondes. Pour parler,
d'une affaire aussi grave. Vous voyez, on a l'impression que c'est les Ivoiriens, fermez vos yeux, allez-y, il n'y a rien à voir. Mais on va certainement rendre compte à ceux qui sont les mandataires, ceux qui ont envoyé certainement M. Ouattara. Et je trouve ça assez gravissime. Parce que si on voulait impliquer les Ivoiriens, nous aurions compris. Il y a 2 jours, notre sœur Pilchéric Balé a fait une déclaration, hein, puisqu'il a été au Mali. Tout à l'heure, mon frère Isaac Kofi en a parlé. Mais ce qu'elle a dit, c'est que ces soldats ivoiriens, c'est ce qu'on avait dit ici, sont allés dans le cadre privé. Et ça, c'est encore grave. Parce qu'on ne peut pas prendre l'argent du contribuable ivoirien. Et puis, ces soldats qui sont là, comme on l'a dit, soient employés par une entreprise privée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et toutes ces questions-là qu'on veut cacher, c'est certainement pour ça qu'on veut brandir la force, dire aux autorités du Mali. Les autorités maliennes donnent l'information à leurs citoyens. Pourquoi est-ce que les autorités ivoiriennes ne donnent pas les informations? Pourquoi le nom de SAS, hein, Sahel Aviation, est cité? Pourquoi est-ce que les 49 soldats ivoiriens arrivent à Bamako avec un contingent dans lequel il y a des armes qui sont lourdes, que nous ne comprenons pas? Pourquoi ils ne se dirigent pas vers Tombouctou où se trouve le contingent ivoirien? Pourquoi est-ce que ces soldats-là arrivent dans leur... ils n'ont pas de mandat, pardon, effectivement, le mot m'échappe. Pourquoi ces soldats ivoiriens donnent plusieurs versions dans, comment on appelle, ceux pour lesquels ils sont allés là-bas? Pourquoi il y a tellement de questions? Maintenant, dans ce pays, nous avons par exemple un médiateur. Ça, c'est aussi assez étonnant. Pourquoi est-ce que les autorités ivoiriennes, même le médiateur, ou bien ce qui se passe actuellement en ce qui concerne les religieux, pourquoi on n'a pas envoyé cette médiation dès le départ et on prend une personne extérieure, notamment un Fort Nyansingbe, qui est un élément de la France-Afrique? On se rend compte que finalement, c'est la France-Afrique qui veut jouer le jeu. Et tout récemment, on a envoyé encore un deuxième élément de la France-Afrique, à savoir monsieur, comment on appelle, Macky Sall, et qui est quand même étonnant, parce que ça fait un mois. Pourquoi Macky Sall, qui est le président en exercice de l'Union africaine, n'a pas pu se rendre rapidement, c'est-à-dire déjà à partir du 12 ou bien du 13 juillet, comment on appelle, le Mali? Pourquoi attendre qu'on ait condamné ces soldats pour qu'on puisse le faire? Certainement que le maître derrière leur a dit, n'intervenez pas. Maintenant, voyant que la situation est en train de prendre l'eau de tout part, je vois bien que la France-Afrique est ébranlée, et c'est précisément pour ça que vous voyez cette soi-disant médiation qu'on veut mener à gauche, à droite. Mais malheureusement, je pense qu'il est un peu trop tard. Mais il y a certaines personnes, notamment Pilchéric Balé, qui, dans sa publication, mais pas dans sa publication, dans son intervention il y a 2 jours, a dit, il y a moyen. Il faut simplement un peu d'humilité. Il faut que nous reconnaissions que ces personnes qui sont parties, parce que nous allons avoir honte, les Ivoiriens, à la fin. Parce que quand les gens vont produire les photos, ils vont produire les déclarations des gens, finalement, nous allons nous rendre compte que c'est nous qui allons avoir honte. Au lieu que nous ayons honte tous, il vaut mieux que les autorités ivoiriennes puissent aller voir leurs frères du Mali, et puis que dans un cadre vraiment de responsabilité, ils se parlent pour que ces soldats ivoiriens viennent. Maintenant, quitte après à utiliser la formule qui sied à tout le monde, pour ne pas que la honte réjaillisse sur l'un ou l'autre, mais je pense qu'il y a lieu qu'il y ait une concertation avec les autorités. Malheureusement, comme l'a dit mon frère Isaac Kofi, M. Hassan Draman Ouattara, certainement, ayant eu les ordres de l'Élysée et vu aussi cette posture de condescendance, va certainement refuser cette démarche qui est une démarche toute simple. Voilà ce que je pourrais dire, madame. Merci, Monsieur Tapé Groubera, pour cette intervention. Alors, Monsieur André Christelle Fanga, je vous renvoie la question qui a été adressée au professeur Mbélec. Où est passée la médiation togolaise? Vous venez faire quoi? La médiation va venir chercher quoi dans une affaire où on attrape des petits bandits, des petits villageois, et vous voulez qu'on vienne faire la médiation? Mais non, il n'y a aucune médiation là à faire. Le problème est simple dans cette situation, et ça, Tapé Groubera vient de le relever davantage par rapport à cette situation. Un peu d'humilité pour Abidjan et ça suffit. C'est le même peuple. Et c'est pour ça que je ne fais que rappeler aux uns aux autres que la CEDEAO des peuples est fonctionnelle.
elle continue à fonctionner. Mais la CEDEAO des institutions, elle est déjà finie depuis longtemps. Elle est déjà brisée. Quand je parle de la CEDEAO des peuples, ça veut dire que le peuple malien et le peuple ivoirien n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Ou bien avec le peuple togolais, ou bien avec le peuple ghanéen, ou bien avec le peuple malien, nigérian, ou bien sénégalais. On n'a pas de problème. Le seul problème actuellement, c'est que il y a deux camps qui s'affrontent dans cette situation au Mali. Il y a deux camps qui s'affrontent. Et il ne peut pas avoir médiation entre... Quand vous prenez un élément du camp d'en face pour venir parler, mais il faut même faire très attention quand il y a des m'arrives. Parce que son père était spécialiste des empoisonnements. Dans l'Indochine, vous le savez bien. Donc si il y a des fils qui a repris du service de son père, arrive peut-être au Mali, les autorités maliennes doivent faire très attention. Parce qu'il risque d'avoir des empoisonnements. Il risque d'avoir des choses très compliquées. En fait, les deux camps qui s'opposent actuellement dans la CEDEAO et peut-être dans toute l'Afrique, c'est le camp des panafricanistes, le camp des gens qui ont dit non, on ne va plus être des États larbins, des États à plat ventristes, des États où tout le monde est couché à plat ventre devant la mère patrie, où des autorités sont couchées devant le président ou bien un ministre français comme si c'était le Dieu suprême. Non, ça c'est fini. Et de l'autre côté, c'est le camp de ceux qui pensent qu'ils doivent tout à la métropole. Ils doivent tout à la mère patrie. Ils doivent tout au coq. N'est-ce pas? Suivez mon regard. Que c'est le coq qui doit tout leur donner. Mais écoutez, dans une forêt, le coq peut parler dans une forêt, cher Africain. Soyons sérieux. Est-ce qu'un coq peut parler dans une forêt? Professeur Mbelek. Un coq peut parler dans une forêt? Comment un pays où il y a des lions, il y a des éléphants, il y a tout ce genre de léopards, tout ça. Mais un coq, je dis bien un coq vient menacer les gens. Un coq vient semer le désordre. Mais qu'est-ce qu'on attend pour attraper ce coq et le mettre hors d'état de nuire? Et c'est le camp de ceux qui sont derrière le coq qui nous crée tous les problèmes chez nous en Afrique. Parce que le rôle du coq, peut-être pour ceux qui ne le savent pas chez nous en Afrique, c'est pour signaler le réveil. Le rôle du coq, c'est pour signaler le réveil. Le coq nous a déjà signalé le réveil. Il a tellement chanté que nous nous sommes réveillés. Chanter avec ses actions négatives. C'est-à-dire la France, qui est le symbole du coq, a tellement fait des choses négatives dans notre continent, dans notre précaré, dans son précaré, soi-disant français, que nous nous sommes réveillés et nous avons dit ce n'est plus possible. Nous n'allons plus attendre le chant du coq. Et d'ailleurs, si on entend le coq chanter, on fait le cercle, on l'attrape et on le déplume et il y a une marmite bouillante qui attend pour qu'on le mette dans cette marmite bouillante ou bien une bonne sauce foutou, foutou banane ou bien d'arachide qui l'attend. C'est tout. Donc, vous parlez de médiation, vous parlez de ceci, ça ne nous concerne plus. Parce que c'est un élément de la basse-cour française. C'est un élément de la basse-cour française qu'on envoie faire la médiation. Nous ne pouvons pas accepter cette médiation. D'ailleurs, elle ne peut pas prospérer pour combien de soldats? Écoutez, Madame Capelle, Céleste, il y a combien de soldats ivoiriens en prison? Chez Ouattara même. Chers Ivoiriens, vous qui êtes sur Zoom, il y a combien de soldats ivoiriens, des vrais soldats de l'armée ivoirienne en prison? Dans la prison de Ouattara, il y a combien? Pour qu'il aille se soucier des 49 qui sont au Mali. Pour qu'il aille se soucier des gens qui sont... Il a combien que lui-même il a mis en prison? Parce que l'armée de Côte d'Ivoire actuellement, la plupart des vrais soldats sont en prison. La plupart des vrais soldats sont en exil. La plupart, c'est les forces de libération qu'il a ramenées de la brousse. C'est-à-dire les forces, les forces nouvelles. Qu'il a reconverties, c'est-à-dire les anciens Dozo comme zone et tout le reste des anciens marabouts chasseurs. Chasseurs qu'on a reconvertis en soldats pour faire de l'œuvre dans l'armée ivoirienne. Pour mettre les vrais généraux, pour mettre les vrais colonels, pour mettre les vrais capitaines, pour mettre les vrais Ivoiriens en prison.
Alors, Tapé Goubera, quand tu demandes que non, vraiment, les autorités ivoiriennes devaient normalement ou bien demander pardon ou bien faire un geste. Seulement en Côte d'Ivoire d'abord. Commencez d'abord par votre propre Côte d'Ivoire. Commencez dans votre propre pays. Combien de gens sont en prison sous la gouvernance Ouattara? Nous profitons pour saluer le procureur d'Abidjan, M. Adou Richard, spécialiste de 20 ans. Dès que vous êtes opposé à Ouattara, c'est 20 ans. Donc quand vous parlez des choses, vous ne pouvez pas nous parler de médiation quand des gens sont dans un même camp où ils sont là spécialistes pour détruire ce que les panafricanistes, ce que les vrais Africains qui veulent leur souveraineté sont en train de construire. Donc madame, les Yadema, Issoufou encore là, oui. Bazoum, Macky Sall et tous ces gens-là sont les éléments de la basse-cour française. C'est les poussins de la basse-cour française. Et je vous ai dit, la seule chose à faire maintenant de ce coq, c'est de le cerner, et nous l'avons déjà cerné. Maintenant, c'est le courage, c'est simplement le courage, le dernier courage qui nous reste, c'est de l'attraper et de le mettre où il doit être. Et d'ailleurs, le coq français, qui est une marque, a voulu habiller un fauve de la forêt. On lui a dit, mais monsieur, ça ne se passe pas comme ça dans un pays où il y a les fauves, où il y a des lions, où il y a des panthères, où il y a des léopards. Ça ne se passera plus jamais comme ça. Il faut aller faire ça chez vous en France. Général Issa Diawara, un règlement à l'amiable est-il encore possible? Bon, vous savez, dans une situation pareille, rien n'est à écarter. Seulement, vous savez, les 5 colonels, en tout cas les colonels du Mali, sont des jeunes très intelligents, très stratégiques. Ils sont très patients. Vous savez, ils n'ont pas demandé autre chose à la médiation togolaise. Ils n'ont pas dit, par exemple, ils n'ont pas chiffré les sanctions, les pertes, en tout cas, occasionnées par les sanctions illégales et inhumaines de la CEDEAO contre le Mali. Ils n'ont pas demandé à Ouattara de rembourser cela. Ils n'ont pas demandé à Ouattara de rembourser, en tout cas, les montants dits, en tout cas, à la violation de certains accords, de certains traités entre les deux pays. Ils ont simplement demandé, connaissant Ouattara, ils ont simplement demandé les excuses. Madame, c'est pas trop demandé. Vous savez, tel le Mali aujourd'hui en Afrique, les pays valets, en tout cas les vassaux de la France et autres, ne vont manquer aucune occasion pour s'attaquer au Mali. Mais depuis cette histoire, vous avez vu quel pays, pas qu'africain, mais dans le monde entier, vous avez vu quel pays accuser le Mali. Ok, madame. Et je rassure mon frère Isaac Kofi qui a parlé de 62 militaires maliens en Côte d'Ivoire dont les miliciens Ouattara menacent de retenir, qu'il y a 850 militaires ivoiriens au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Et il suffit au Mali d'interdire la rotation du contingent ivoirien. Donc les 850 vont rester ici. Je pense que le Mali a beaucoup de moyens de pression sur M. Ouattara. Et je dois rassurer surtout, je vois beaucoup des Ivoiriens ne comprennent pas. Que ce sont des Maliens qui sont les miliciens de Ouattara. Les Maliens qui sont les miliciens de Ouattara là, sont des miliciens même contre le Mali. Ce sont eux qui ont soutenu Ouattara depuis le début. Ce sont des gens, finalement des apatrides quoi. Ils ne sont ni Maliens ni Ivoiriens en tant que tels. Vous savez, Ouattara, il est entouré d'un groupe de personnes. Il faudrait vraiment faire la part des choses. Vous verrez dans son clan des gens qui portent des noms comme moi, des Diawara comme moi. Mais ils n'ont rien à voir avec la mentalité malienne. Ce sont des gens qui ont été récupérés, transformés, et des gens qui ne jurent que par M. Ouattara. Donc ce sont des gens, mais quand vous fiez à leur nom, vous allez dire que ce sont des Maliens. Mais ce sont des gens qui ne veulent même pas du Mali. Ils ne veulent ni du Mali, ni de la Côte d'Ivoire en tant que tel. Leur combat, c'est Ouattara ou rien. Leur combat, ce sont les privilèges qu'ils gagnent du pouvoir. Donc, ils ne sont pas que Maliens. Certains sont burkinabés, certains sont je ne sais pas qui. Il y a quelques pays. En tout cas, Ouattara a constitué un noyau tout autour de lui. Donc, si on peut avoir un règlement à l'amiable, madame, il y a les dignitaires religieux de la Côte d'Ivoire qui sont actuellement au Mali. Voyons ce que ça peut donner. Mais je ne peux pas tout de suite me prononcer là-dessus. Si oui, ça peut marcher ou non. Mais je pense que toutes les options sont sur la table, y compris l'option la plus extrême qu'il ne faut pas exclure. N'oubliez pas que M. Ouattara est parti rencontrer Macron en France
presque le même jour que le ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, est parti en Russie. Donc, vous savez lire entre les lignes et les gens comprennent ce que je suis en train de dire. Chacun est en train de mobiliser ses partenaires et Ouattara continue de mobiliser. Regardez les jeunes de Ouattara qui disent, qui prennent la haine. Mais au même moment, du côté du Mali, vous avez des jeunes qui ont fait en tout cas des points de presse pour appeler à ce qu'on ne touche à aucun Ivoirien sur le territoire malien. Donc le message est véhiculé au Mali et tous les Maliens travaillent dans ce sens. Je dis moi régulièrement, après chaque jour, chaque semaine, je fais un tour dans un restaurant ivoirien à Amdallah Asseï. Nous, on n'a aucun problème avec ces gens. Nous sommes des gens très civilisés. Dieu merci. Peut-être que ceux qui sont avec Ouattara, effectivement, je comprends. C'est là que la France dit que sa mission en Afrique, la colonisation, c'est une mission civilisatrice. Peut-être qu'elle est en train de civiliser des gens qui ne réfléchissent, qui ne gèrent que par un seul homme. Donc, il ne peut pas avoir de cohérence dans leur logique, dans leur démarche. Donc, ne soyez pas surpris si, en tout cas, toute initiative d'un règlement à l'amiable Bénet a échoué, parce que ça ne dépend que de Ouattara. C'est lui qui est en faute. Sinon, il a l'ONU avec lui, il a tout le monde avec lui, mais il n'a personne pour lui donner raison. Si Ouattara avait au moins, en tout cas même 1%, en tout cas de vérité, mais il n'allait pas hésiter, d'autres pays n'allaient pas hésiter à s'acharner sur le Mali, mais personne ne le soutient dans ça. Donc il suffit que M. Ouattara présente des excuses. Mais puisqu'il a un égo surdimensionné, il se croit en Côte d'Ivoire, peut-être là où il a terrorisé tout le monde, avec l'aide des Français, mais le Mali, ce n'est pas un territoire de la France. Ce qu'il fait en Côte d'Ivoire, il ne peut pas le faire au Mali. Lui, il a plus de raisons d'avoir peur que les jeunes colonels du Mali. Ils n'ont peur de rien. Là où les Français ont fui, là où nous sommes en train de terroriser les Français eux-mêmes, hein, les politiciens français, là, ce n'est pas Ouattara qui peut faire quelque chose. Ils ne savent rien. Regardez, Ouattara même qui tente quelques exercices militaires. Au Mali, là, nous n'avons même pas amassé des troupes à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Pour nous, rien ne se passe. Au moment que je vous parle, l'avion Sukhoi 25 du Mali réceptionné récemment vient de neutraliser 22 terroristes dans la zone de Mundoro. Mundoro, c'est à 18-20 km de la frontière avec le Burkina. Et au même moment, ce matin, l'aviation malienne a pilonné les terroristes dans la région de Menaka. Donc, Dieu merci, l'aviation malienne, l'armée malienne monte en puissance. Nous sommes imperturbables. Nous attendons les excuses de Ouattara. Je pense qu'il va présenter les excuses, mais peut-être pas dans le format que nous attendons, dire qu'il va sortir à la télé, dire nous excusons auprès de nos frères maliens. Non, peut-être que les religieux qui sont venus vont sans doute apporter les excuses de Ouattara. Je m'attends à cela. Merci. Monsieur Isaac Kofi, friction totale entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Pouvons-nous conclure cela? Je pense que non. Et si vous observez, la population ivoirienne n'est pas entièrement derrière M. Ouattara. Il y a eu beaucoup d'appels, par exemple, à manifester en Côte d'Ivoire le 14 août dernier. Il y a eu aussi une campagne, par exemple, contre les artistes maliens qui devaient se produire. Mais lorsque vous voyez les manifestations qui ont lieu actuellement en Côte d'Ivoire, c'est juste des petits groupuscules qui se sont déjà signalés au cours de l'élection de 2020, de l'élection où M. Ouattara s'est encore imposé par la violence. Il y a eu des jeunes voyous qui ont été envoyés dans des contrées et même dans des quartiers d'Abidjan, qui ont assassiné des gens, tels que notre frère Kofi Toussaint, qui a été décapité. Sa tête a servi à jouer au football. Et on retrouve ces mêmes individus qui sont dans ces petits groupes-là, des groupuscules violents, qui essaient, par exemple, d'utiliser un sentiment national, patriotique, pour aller contre d'abord les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire et ensuite peut-être contre les Maliens au Mali. Mais cela ne marche pas et il n'y a pas de soutien. M. Ouattara n'a pas de soutien populaire parce que les Ivoiriens comprennent qu'il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui ne cloche pas, comme on le dit. Il doit donner des explications. Ce n'est pas que ces Ivoiriens, en tout cas ces millions de personnes soutiennent nécessairement le gouvernement du Mali. Non, les Ivoiriens sont très patriotiques. Et vous avez pu le voir, par exemple, lorsque l'équipe nationale joue,
On voit qu'il y a, en tout cas, tout le monde est dans son maillot, et orange, blanc, vert. Lorsqu'on a remporté des CAN, on a vu la ferveur populaire un peu partout, malgré le fait qu'on était divisé sur le plan politique. On l'a vu en 2015, et je crois qu'on l'a vu encore une autre fois. Donc, si il n'y a pas un rassemblement contre aujourd'hui le Mali, c'est parce que les Ivoiriens ont compris. Et le frère l'a dit, il y a 3 à 4 millions. Ça, c'est le chiffre officiel. Mais en réalité, il y a plus. On a environ 6 à 7 millions de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Pardon, une grande partie, ce sont des binationaux. Une partie, ce sont des Maliens établis qui font leur commerce. Donc, il n'y a pas de problème entre ces deux peuples. Et au Mali, et je remercie aussi la population malienne pour cela, ils ont compris que ce ne sont pas les Ivoiriens qui sont aujourd'hui en conflit, puisqu'il n'y a pas encore de guerre, on va dire en conflit, et contre leur pays. Et c'est plutôt le gouvernement de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara. C'est un gouvernement qui a été instauré par la France. C'est un gouvernement qui a son appui de l'extérieur, et tant de la France que même de l'Afrique, les pays qui entourent la Côte d'Ivoire. Certains, aujourd'hui, ont leur destin rattaché à celui de M. Ouattara, parce que sous son régime, sa gouvernance, ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils sont maîtres aujourd'hui un peu partout en Côte d'Ivoire. Je peux citer des cas, l'orpaillage clandestin, ce ne sont pas des Ivoiriens, ce sont des personnes venues des autres pays de la CEDEAO, y compris même des Maliens, qui gagnent de l'argent avec M. Ouattara. Certains sont des commerçants. Il y a, je peux citer un exemple, un entrepreneur burkinabé, M. Bougouni, qui a reçu plus de 160 milliards de financement de l'État de Côte d'Ivoire, qui lui a octroyé cet argent pour financer une entreprise burkinabé, et on lui a donné des contrats sur le sol ivoirien. Ils ont même garanti certains prêts auprès de banques internationales. Et cela, M. Ouattara ne le fera jamais pour un entrepreneur ivoirien. Beaucoup ont d'ailleurs mis la clé sous le palisson, ils sont partis. Donc, les Ivoiriens comprennent, et nos frères aussi du Mali comprennent. Tout le monde comprend que le problème, c'est Ouattara, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Donc, dit qu'il y a une friction, je pense que non. Mais là, puisque nous parlons de quelqu'un qui prend ses ordres de l'extérieur, et que peut-il faire, que va-t-il faire, jusqu'où peut-il aller, tout le monde l'ignore. Si M. Ouattara décide d'aller en guerre, il ira en guerre parce qu'il a des mercenaires. Ce n'est pas une armée régulière ivoirienne. On a vu le défilé le 7 août dernier à Yamoussoukro. C'était d'ailleurs la première fois. Yamoussoukro, c'est une capitale de paix, ce n'est pas une capitale militaire. Il n'y a jamais eu de défilé, même au temps du président Félix Houphouët, qui est natif de la ville. Donc, on a montré des engins, des armements, et des véhicules blindés, tout ça. C'est en forme un message qu'il adressait aux Maliens. Il s'est un peu plus rapproché. Après ce défilé du 7 août, on a, à l'heure où je vous parle, des exercices militaires qui se déroulent à Bouaké, qui est la deuxième ville du pays, où résident de nombreux Ivoiriens, de nombreux Maliens, pardon, qui ont fui le conflit, et des Burkinabés aussi qui ont fui les attaques djihadistes, qui sont venus se réfugier en Côte d'Ivoire. Donc, des exercices militaires avec des avions qui tournent dans le ciel de cette ville depuis quelques jours. La population, d'ailleurs, s'en inquiétait. Alors, le préfet est sorti pour faire une déclaration. On a aussi des contacts avec des soldats qui disent qu'ils sont aujourd'hui envoyés vers la frontière. Donc, au jour d'aujourd'hui, une guerre est possible, mais sachez, ça ne sera pas une guerre entre deux pays. M. Ouattara n'est pas soutenu par les Ivoiriens. Il est plutôt soutenu par la France et des mercenaires qui sont à son service, qu'il paie. Et puis, il y a même le doute que ces soldats-là soient réellement des Ivoiriens. Les 49, ils sont détenus à Bamako, qu'ils soient des Ivoiriens. Il ressort que ce sont, par exemple, des mercenaires pour certains, des démobilisés pour d'autres. Et surtout, on a parlé d'un déficit de communication, mais il y a le fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vu à quelle unité réellement appartiennent certains des soldats, ni même leur numéro de matricule. Les forces spéciales, on peut considérer que c'est secret, mais et les autres éléments qui faisaient partie de ce contingent, ils ont des unités dans l'armée, ils sont peut-être du bataillon d'artillerie, du bataillon des commandos parachutistes ou du bataillon du génie ou autre, mais non, on ne le sait pas. Donc peut-être que ce ne sont même pas des soldats ivoiriens, ce ne sont même pas des soldats et ce ne sont pas des Ivoiriens, mais bon, ils sont allés dans une mission pour le compte de M. Ouattara. Donc si la mission a mal tourné, ça peut être un prétexte pour la guerre, peut-être parce que c'est le désir de la France, mais pas parce qu'aujourd'hui les Ivoiriens sont contre les Maliens ou les Maliens sont contre les Ivoiriens. Cela n'existe pas. Donc friction, il n'y a pas de friction au niveau social, mais il peut y avoir friction au niveau
militaire politique, parce que c'est la volonté d'un homme qui veut s'imposer. Il a d'ailleurs dit, je veux être empereur. Si il y a quelque chose que je n'ai pas fait, que je dois faire, c'est celui d'être un empereur. Et un empereur toujours va au combat pour acquérir des nouveaux territoires. On l'a vu avec Napoléon, on a vu avec comment il s'appelle celui-là, quelque chose, le Grand, ils étaient beaucoup à l'époque dans la France ou en Europe, c'était des grands conquérants. Peut-être que c'est la même chose que M. Ouattara veut faire en Afrique avec l'aide de la France. Merci, Monsieur Isaac Kofi. Alors, Monsieur Tapé Groubera, quelle issue, selon vous, face à cette tension entre la Côte d'Ivoire et le Mali? J'ai pas saisi la question, s'il vous plaît. Quelle issue face à ces tensions entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Je pense que l'issue, c'est une issue de paix. Puisque, comme l'a dit mes prédécesseurs, l'a dit mon frère Diawara, Isaac Kofi, il n'y a pas de problème particulier entre les Ivoiriens et les Maliens. Et puis, nous sommes tellement... Les familles sont liées en Afrique, entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est difficile de voir en Côte d'Ivoire une famille dont on n'a pas un Malien, même ou bien un proche, qui ait des contacts avec des Maliens. Donc, ce sont des familles qui sont interpénétrées, etc. Je rappelle, par exemple, notre gloire Didier Drogba était marié à l'époque à une sœur malienne, à laquelle il a eu des enfants. Vous voyez, bon, si d'aventure on voudrait faire une guerre, on prend quelle partie, la tête ou les pieds, etc. C'est ça, c'est pour dire de l'humour. Donc, pour vous dire que quelque part, il ne peut pas avoir de guerre et nous pensons que la guerre n'aura pas lieu. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes contents qu'il y ait des chaînes comme Afrique Média qui viennent nous permettre de donner nous donner la parole pour que nous puissions expliquer aux uns aux autres que c'est une situation politique, mais c'est une situation, en fait, où il y a beaucoup d'inquiétudes, où il y a beaucoup de cachotteries que nous ne comprenons pas. On le relève ici de manière dépassionnée pour que les gens comprennent. Parce qu'une telle situation, comme je l'ai dit, si il s'est avéré que, si on veut être cohérent, si moi, j'envoie quelqu'un, envoie à ma famille, les personnes qui sont là-bas, je leur dis, mais écoutez, rentrez. Pourquoi est-ce que les 850 soldats, dès le départ, pour montrer la protestation de l'État de Côte d'Ivoire de Ouattara, ne dit pas, bon, comme c'est ainsi, vous ne voulez pas qu'on aille là-bas, je dis à mes soldats de rentrer. Pourquoi on n'a jamais fait ça? Ça montre à quel point il y a des choses qu'on cache. On ne va pas revenir là-dessus. Mais il ne peut pas... Donc l'issue, pour moi, c'est une issue. Et bien évidemment, Madame, notre sœur Pulséric Balé l'a dit. Je crois en elle. Elle a dit c'est quelque chose qui peut se résoudre dans 2, 3 mouvements. Et je pense que avec les artistes, et je salue au passage les artistes VDA qui ont fait un son intéressant. Donc, je pense qu'avec toutes ces personnes, les autorités, ces personnes qui sont impliquées, nous allons tout faire, nous, de notre côté, nous les Ivoiriens. Comme je l'ai dit, on préfère demander pardon de manière humble. Parce que nous ne savons pas réellement ce que les autorités du Mali ont. Parce que si nous voulons brandir nos muscles et que les gens brandissent effectivement les éléments qu'ils ont en leur possession, donc la grande majorité des Ivoiriens ignorent, c'est nous-mêmes peut-être qu'on va dire, ah, mais vraiment, nos autorités ont mal fait. Nous, on préfère tout faire pour avoir, je vais dire, comment on appelle, cette humilité-là, de demander pardon, s'il le faut, aux autorités du Mali, pour dire qu'effectivement, quelque chose est arrivé. Bon, c'est vrai qu'ils ont été condamnés, mais s'il y a moyen de tout faire pour que ces personnes puissent regagner leur pays et que dorénavant, nous allons demander, surtout à nos députés, de faire, c'est l'injonction que nous demandons aux autorités, de demander à ce que le ministre de la Défense vienne s'expliquer devant eux pour que nous ayons un vrai retour. Vous voyez, donc il y a tous ces différents éléments. Et monsieur le médiateur qui est payé, c'est pas à combien. C'est le moment de faire son rôle. Je pourrais même ajouter le ministre de la Réconciliation. C'est vrai qu'on parle d'une réconciliation entre les Ivoiriens, mais il peut aussi se rapprocher pour voir, parce que aujourd'hui, ce que le groupuscule de personnes qu'on agite en Côte d'Ivoire contre nos frères du Mali, il faut qu'on leur donne le message, c'est un message de paix. Il ne peut pas avoir rien que, je l'ai dit une fois à quelqu'un, j'ai dit pour 49 personnes, on ne va pas tuer 100 personnes. Il n'y a aucune logique. Hein? Pour 49 personnes, on ne va pas tuer 200 personnes, on ne va pas tuer 1 million de personnes. Si d'aventure on veut rentrer en guerre,
Ça veut dire que c'est pas 49 personnes qui vont mourir, ce sera plus de 49 personnes. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Je ne pense pas qu'on soit assez idiot pour pouvoir vouloir cette guerre-là. Donc pour moi, la seule issue, c'est une issue concertée. Mais malheureusement, comme on le dit, hein, au risque de nous répéter, à partir du moment où M. Ouattara il reçoit les ordres de l'extérieur de ses mandants, c'est difficile pour lui. Mais nous allons faire, nous, notre effort pour demander à ces personnes qui aujourd'hui ont pris le courage par leurs mains, les chefs religieux, etc., de continuer cette médiation et de voir, dans la mesure du possible, comment est-ce qu'on peut trouver la formule qui nous arrange. M. Ouattara, lui, on sait ce qu'il veut, mais nous, les Ivoiriens, nous voulons quoi? Nous voulons la paix. Les Maliens veulent la paix. Parce que si on a un conflit, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Et c'est pour cela que je demande aux uns aux autres, surtout dans mon pays, à mes frères et mes sœurs ivoiriens, qu'ils soient d'adoption ou d'origine, s'il vous plaît, une guerre, on ne sait pas quand ça commence. Enfin, quand ça commence, mais on ne sait pas comment ça se termine. On a déjà souffert depuis 2002 des affres d'une rébellion de M. Ouattara pour qu'il puisse avoir le pouvoir en 2011. On sait combien de personnes nous avons perdues. Il y a d'autres même qui jusque-là n'ont pas encore, on ne sait pas où, comment ces personnes ont été tuées. On ne connaît même pas leur sépulture. Il y a des gens aujourd'hui où je vous parle qui sont encore en exil. Il y a des militaires qui sont encore en prison. Vous voyez, on a souffert de cette guerre et on n'est pas prêt à faire une guerre qui ne nous concerne pas. Parce que si M. Ouattara pensait que ça concerne les Ivoiriens, il y a longtemps, il serait venu à la télévision pour expliquer, voilà les éléments, comme le dit mes frères Isaac, ces militaires-là, les voilà, ils ont tel matricule, ils font partie de là, voilà comment c'est passé, il y a eu telle rotation, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. C'est une incompréhension, et voilà, nous sommes là. Je pense que c'est la démarche la plus normale, la plus sincère. Mais nous n'allons pas entrer en guerre, et ça, je peux vous rassurer, parce que nous allons nous battre de toutes nos forces pour qu'il n'y ait pas de guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Je dis, le bon sens doit nous guider. C'est pas pour 49 personnes, nous allons faire tuer 1 million, nous allons tuer 2 millions, 3 millions d'Africains. On est fatigué en Afrique de toujours compter les morts. Il y a des voyous qui nous fatiguent, surnommés djihadistes. On est fatigué de ça et nous voulons la paix, rien que la paix. Parce que nous, ce qui nous regarde, c'est le développement de l'Afrique. Le développement de l'Afrique ne peut pas avoir lieu quand il y a l'insécurité. Il y a deux choses qui sont la préoccupation d'un être humain, c'est sa sécurité physique et sa sécurité alimentaire. Pour qu'on puisse arriver à vaincre la sécurité alimentaire, il faut qu'on ait la sécurité physique. Donc la guerre n'est pas la chose la mieux indiquée. Professeur Mbelek, nous sommes en train de clôturer cette première thématique. Quelle issue face à ces tensions entre ces deux États africains, notamment la Côte d'Ivoire et le Mali? En fait, on a écouté tous mes prédécesseurs, tous ceux qui ont déjà dit un mot là-dessus jusqu'à présent. Le problème n'est pas entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ni entre les peuples, ni entre les nations. Le problème est entre l'Afrique, qui veut sa libération totale, sa souveraineté, et les pays de l'OTAN. Donc, M. Ouattara n'est qu'un suppôt. Et à travers lui, son gouvernement, son administration, ses militaires, mercenaires, tout ça. Vous savez, nous ne sommes pas des pleurnichards. L'Africain est quelqu'un de fort, Madame Céleste. Il faut que les Africains se tiennent pour dire, venez pleurer ici, là, pour venir dire, ah, nous voulons la paix. Et on ne veut pas la paix. Non, mais justement, non, on ne veut pas la paix. Moi, je ne veux pas la paix. Hein. Moi, je ne veux pas la paix. La paix, c'est la paix des soumis. Ça, c'est la paix de l'Occident. Ok? À l'époque, il y avait la Pax Romana, maintenant, c'est la Pax Americana. C'est la paix des soumis. Et que la paix veut dire, on se soumet. Mais nous, nous ne voulons plus l'esclavage. On ne veut plus la soumission. Donc, on ne veut pas la paix. Parce que pour avoir la paix, ces gens-là nous demandent, soumettez-vous. Regardez, il y avait l'État français au Mali, là, on dit partez. Ils vont où? Ils ont quitté l'Afrique? Non, ils sont au Niger. Et c'est tout? Non, ils envoient des avions, des drones, des hélicoptères. Hein, tout ça pour agresser le Mali. Il n'y a même pas longtemps encore, il y a eu, soi-disant les terroristes qui agressent avec des drones depuis quand? Il y a eu plein de débats ici déjà fait là-dessus. Donc il n'y aura pas de paix. Ceux qui rêvent de paix n'ont qu'à quitter l'Afrique. Hein. Le mieux c'est d'aller en Occident. Parce qu'ils seront du côté des agresseurs de l'Afrique. Comme ils ne vont pas s'agresser eux-mêmes, là-bas ils seront en paix. Ici il n'y aura pas de paix. Parce que s'il y a paix, ça veut dire l'Afrique retrouve sa souveraineté. Et ça retrouve la maîtrise de son destin. Voilà. Donc, alors, essayons de faire un schéma. Analyse mathématique. Supposons que, pour des raisons quelconques, bon, on dit, ok,
on libère les 49 militaires, mais qui ont été reconnus comme mercenaires. Hein. Ils sont plus militaires, ils sont reconnus comme mercenaires. Supposons que ça soit fait. Alors, ils vont aller où? Ils vont continuer le chemin, supposé, parce que soi-disant ils étaient là pour la paix, vers Tombouctou ou vers Abidjan. S'ils vont à Tombouctou, ils vont renforcer la MINUSMA. Le gouvernement malien veut que la MINUSMA s'en aille. Bon, ça ne marche pas, contradiction. Nous, les Africains, on n'aime pas la contradiction, on est mathématiques. Alors, ils vont donc replier chemin vers Abidjan. Mais, Fangatieu parlait de coq. Là où le coq a marché la première fois et a trouvé une graine à picorer, il ne reviendra pas une seconde fois, même en changeant de visage. Donc, si on les libère, ça veut dire qu'on est en train de dire qu'on est faible. Vous pouvez revenir quand vous voulez, retenter un coup, même d'une autre manière. Il n'en est pas question. Il faut que définitivement ces gens-là comprennent que nous sommes décidés à les affronter. La preuve, le gouvernement malien n'a-t-il pas dit que s'il y a un autre aéronef qui viole le ciel malien, les Maliens vont se défendre, mais se défendre, c'est de l'abattre. Donc, n'a-t-il pas dit ça? Ça veut dire que ce sont des gens qui sont prêts. D'ailleurs, vous voulez la paix? Ok, parlons romain alors. Civis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est pas moi, c'est eux. Donc il n'y a pas de paix c'est la paix des lâches. C'est la paix. Je parle d'aujourd'hui, hein. Je ne dis pas là de tout temps. Je dis aujourd'hui. Aujourd'hui nous parlons. Attends, ils ont tué Idriss Déby il n'y a pas longtemps. Ils ont tué Kadhafi il n'y a pas longtemps. Monsieur Macron même, le chef, on l'a dit ici, c'est pas moi qui l'ai dit avant. Je répète, Ouattara, c'est son chef. Parce que même nos frères ivoiriens le reconnaissent. C'est la France qui a mis. Quelqu'un même cité un livre de Sarkozy. C'est la France qui a mis Ouattara au pouvoir. Donc Ouattara va donner tout ce que le gouvernement français va lui demander. Ok. Donc, ok. S'il en est ainsi, eux là, dans leur approche, ils ont fait la paix. Est-ce que M. Ouattara fait déjà la paix avec ses concitoyens ivoiriens? Fang a dit tout à l'heure que le plus grand nombre de militaires ivoiriens en prison, c'est ceux que ils sont plus de 49, c'est ceux que M. Ouattara lui a mis en prison. Lui, il fait la paix. Est-ce qu'il fait la paix avec Gbagbo? Hein? S'il fait la paix, il commence à par enlever les 20 ans de monsieur, je ne sais pas qui là, qui pour n'importe quoi met 20 ans. Non, celui qui donne 20 ans. Le procureur d'Abidjan. Voilà. Alors, ça a été levé. Ok. Est-ce que Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire? Il veut la paix, non? Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire? Non, c'est dit que c'est un agresseur. Parce qu'il agresse dans ses propres concitoyens. Il agresse aussi le Mali. Et il est au service de ceux qui l'emploient, de ceux qui l'ont mis en place. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de paix. Bon. Mais comme on est entre Africains, je l'ai dit tout à l'heure, et beaucoup l'ont répété, qu'il y a même des consignes, je crois que c'est Issa Diawara qui dit qu'on ne touche pas. On ne leur fera aucun mal, madame. Ils sont même en sécurité là-bas. Ça se trouve, ils rentrent en Côte d'Ivoire, mais tu vas les punir. Vous savez, c'est les forces spéciales. On dit, faites tout ce que vous pouvez, ne vous faites pas prendre. Ça se trouve, soit les Libyens, ils vont en Côte d'Ivoire, on va les punir. Peut-être qu'il y en a certains, on n'aura plus de nouvelles. Fanga, c'est possible, non? Alors, donc ils sont en sécurité au Mali. Et on ne leur fera pas de mal. Mais il est temps que Ouattara et les Français comprennent que nous, on est prêts à la guerre. Nous sommes forts. La première humanité, c'est l'Afrique. Si nos ancêtres n'avaient pas résisté, il n'y aurait d'humains nulle part ailleurs dans le monde. Beaucoup d'Africains ont oublié. Et l'esclavage, qui a battu les États-Unis? L'esclavage, qui était esclave dans ces pays-là? C'est pas nous les Africains, noirs. Hein? C'est nous, non? Qui a construit la France après la Seconde Guerre mondiale? Les immigrés encore aujourd'hui. On les appelle les immigrés, les descendants d'immigrés, tout ça. Qui? C'est pas les Africains. Bon, ben maintenant, il est bon que nous utilisons notre propre force pour nous-mêmes. Qui sort le coltan du sol? Même si on n'en bénéficie pas. Qui sort l'uranium? C'est les Français qui descendent au Niger pour sortir l'uranium du sous-sol. C'est pas les Nigériens. Bon, il est temps maintenant qu'on montre que cette force, elle est pour nous. Et en tant que forts, nous sommes prêts à nous battre. Parce que nous savons que nous sommes forts. D'ailleurs, madame Céleste, permettez-moi de chuter là-dessus. Petite touche d'humour. Enfin, humour à la Jean-Paul Bellec. Hein. Souvent, je fais de l'humour, personne ne rigole, mais bon, je sais pas, je tente le coup. Bon, si les Africains étaient si faibles, comment ça se fait qu'on fait autant d'enfants? Mais pour faire des enfants, il faut être fort, hein. Au moins sexuellement. Au moins, j'ai dit. Il faut être fort. Et nos femmes, pour faire les enfants, il faut qu'elles soient aussi fortes pour les porter. Ouais. Donc nous sommes forts et cette force nous fait que nous nous fuyons. Le lion approche, nous ne fuyons pas. Je dis, hein, le lion approche, nous ne fuyons pas. Nous sommes conditionnés mentalement, de nos jours, à libérer totalement le continent africain. Donc celui qui croit là qu'il va venir nous terroriser, là, nous faire... Ils ont fait le terrorisme, ça a réussi. C'est en train d'échouer. Donc,
nous allons faire la guerre si c'est nécessaire. Et la paix, ce n'est pas à nous de faire le premier pas. C'est aux autres d'arrêter de nous agresser. Et M. Ouattara de démissionner. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Et c'est sur cette note d'humour du professeur Mbelek que nous allons refermer, chers invités, chers téléspectateurs.